la vision du monde que j'essaie de passer, c'est pas le sol qui m'intéresse. C'est que ce sol, nous sommes dans sa périphérie, nous en sommes issus. Un hectare de chez nous, ça contient 5 tonnes de microbes, 5 tonnes de racines et 1,5 tonne d'animaux. Ça fait l'équivalent de 200 moutons de taille moyenne, à l'hectare, c'est énorme, hein. Cette artificialisation en France, elle va à une vitesse effrayante. On dirait plutôt, chaque année disparaît la surface qui nourrit la ville du Havre. Cette vitesse d'artificialisation, elle est 3,7 fois plus importante que la croissance démographique. Mais moi, j'aimerais dire quelque chose à tous les gens qui vont m'écouter en me trouvant cabot ou défendant des idées qui ne sont pas les leurs. Moi, je m'efforce d'aligner des faits et de l'aligner avec une rigueur éthique qui est de les aligner au service de l'humain. Bienvenue sur Daily Green, le podcast dédié à la nature en ville. Je m'appelle Hicham Ennakla et toutes les 2 semaines, je vous invite à parcourir la ville et partager un moment avec celles et ceux qui font de nos villes des lieux plus vivants, plus verts, sensibles à la santé et à la cohésion sociale. Bienvenue sur Daily Green. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes un des personnages, une personne la plus citée dans ce podcast sans y avoir vraiment participé. Je suis ravi de vous accueillir, Marc-André Sellos. Je voulais savoir déjà comment vous alliez. Mais ça va, et d'autant plus que vous m'invitez et ça me fait plaisir. Je sais pas ce qu'on a dit de moi, mais je suis ravi d'être à vos côtés et d'essayer de contribuer, à ramener un peu de science ou d'éléments de science que moi j'ai glanés dans des débats vraiment importants, je pense, pour notre santé et notre avenir. Très bien. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter, librement? Ouais, c'est sans contrainte, effectivement. Je suis professeur du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Également membre de l'Académie d'agriculture de France et de l'Institut universitaire de France. Puis j'enseigne aussi et j'ai des équipes de recherche à l'université de Gdansk en Pologne. Moi, je travaille sur les interactions entre les champignons du sol et d'une façon générale l'ensemble des microbes et les plantes. Mais j'ai développé des compétences d'écologie générale, je suis passionné de plantes aussi, on peut dire que je suis autant intéressé par les champignons que par les plantes. Et ces dernières années, je me suis livré à des efforts pour, vulgariser les données de l'écologie, de la biologie et comme c'est le sous-titre, de mon tout dernier livre, je me suis fait je fais des efforts pour convier l'humanité dans l'histoire naturelle, dont on n'a jamais dû s'éloigner et qui recèle plein de bonnes solutions comme on va peut-être en voir aujourd'hui. Très bien. Moi, j'ai une petite question pour entrer un peu, directement dans l'action. De quoi est rêvé, heu, le petit Marc-André lorsqu'il était enfant? De champignons. En fait, dès l'âge de 11 ans, moi, je suis à fond dans les champignons. À cause du cours de 5e, où le prof nous avait demandé d'en ramener et moi ça me passionne et moi j'aime bien être dans la nature, j'aime bien courir dans la nature, revenir à la maison, dessiner, lire. Donc je suis pas qu'un homme d'extérieur, je lis beaucoup, étant enfant, je dessine mes champignons, j'essaie de me documenter pour les identifier. Mais, inévitablement je repasse par la nature où d'une part mon grand-père qui m'emmenait au bois de Vincennes et d'autre part mes parents qui m'emmenaient tous les ans à Belle-Île-en-Mer, d'où est originaire la famille de mon père, m'emmenait. C'est-à-dire que tout le monde m'emmenait dans la nature et effectivement, moi, j'avais développé un goût pour cela et j'avais la chance de pouvoir y aller. Très bien. Vous êtes un spécialiste du sol. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de ce qu'est un sol pour qu'on le comprenne bien? Cette surface, que l'on piétine, cette surface que l'on percute lorsqu'on chute, cette couche terrestre qui permet aux plantes de se développer. Oui, alors, j'ai consacré un ouvrage entier, c'est pas pour faire la liste de mes publications, hein, mais qui s'appelle «L'origine du monde» à la question de ce que c'est qu'un sol et ce que ça implique. Mais pour faire simple, c'est ce qu'il y a entre l'air et les couches géologiques, donc sous nos pieds. Concrètement, opérationnellement, c'est un mélange de vie. Il y a là 60 des espèces vivantes sur terre qui vivent dans les sols. C'est incroyable, hein? Mais alors surtout des microbes, c'est surtout des petits animaux, c'est des choses pas toujours visibles à l'œil nu. Il y a de la matière morte, des feuilles mortes, des racines mortes, des cadavres d'animaux. Il y a des petits morceaux de la pierre qui est en dessous, qui passe dans le sol et puis il y a de l'air qui rentre et de l'eau. Ça, c'est la composition. Mais je vais vous dire, la vie du sol, elle extrait des minéraux, des petits bouts de roche. Elle décompose et recycle l'azote, le phosphate de la matière morte. Elle exploite l'azote de l'air. Elle fait des trous qui permettent de retenir l'eau.
La vie du sol, elle fait en fait que le sol est fertilité et que là-dessus vont pouvoir grandir des plantes qui nous nourrissent et vous et moi, vous savez, et nous tous, nous sommes issus du sol. Notre phosphore, notre potassium, notre magnésium vient de cette vie du sol qui mobilise ça, le rend disponible aux plantes. Nous sommes des expansions du sol et je dis souvent que nos vies sont un sursaut au-dessus du sol, dont proviennent tous nos éléments, sauf peut-être le carbone qui vient de la photosynthèse à partir de l'air. Mais vous savez, il y a beaucoup de CO2 dans l'air qui vient de la respiration du sol. Nous sommes un sursaut, disais-je, nos vies sont un sursaut au-dessus du sol car nos composants sont issus du sol et, vous le savez peut-être, ils y retourneront. Ainsi, vivre pour un humain, c'est faire un petit saut de 80-90 ans, je vous le souhaite très long, au-dessus du sol. Excellent. Et comment, du coup, en fait, cet enfant qui était fan de champignons en est arrivé à être un passionné de sol? Alors, on voit bien Oui. la connexion spatiale, mais à quel moment, en fait, pour vous, ça a été une évidence, d'en faire un métier aujourd'hui? Puisque c'est un métier, j'imagine? Alors, si je peux me permettre une vision personnelle là, moi j'ai toujours remis les choses dans leur contexte et donc ça élargit les choses. Le, le champignon, au jour le jour, il est fait de filaments microscopiques. Ce que vous envoyez l'automne, ce n'est que l'organe producteur de spores, qui sont les petites cellules microscopiques reproductrices qui passent dans l'air et quand elles tombent par terre, elles germent en filaments microscopiques qu'on appelle des ifs. Bon. L'ensemble des ifs forme le mycélium et le mycélium il est là tout le temps dans le sol. Comprendre ce que c'est un champignon, c'est pas juste regarder la partie que nous voyons à l'œil nu, mais c'est aussi comprendre cette partie microscopique, comment elle vit, ce qu'elle mange, comment elle influence le sol, comment elle influence les cycles de la matière, comment elle influence les autres organismes et notamment les plantes. C'est ce que font mes équipes de recherche. C'est de l'écologie des champignons. Bon, et finalement, on gagne, voilà, en compréhension. On peut pas finalement s'intéresser aux champignons sans finir par s'intéresser au sol et aussi aux plantes. Et ça, c'est des spécialités que moi j'ai développées secondairement parce que les champignons, ils touchent beaucoup et qu'ils ont des liens avec qui expliquent ce que sont les champignons, mais qui expliquent aussi leur rôle. Voilà, et puis après, les choses prennent de l'ampleur et aujourd'hui, moi, dans la vision du monde que j'essaie de passer, c'est pas le sol qui m'intéresse. C'est que ce sol, nous sommes dans sa périphérie, nous en sommes issus. Et c'est d'essayer de dresser une image globale. Je ne suis pas quelqu'un qui s'arrête à un point où il s'intéresse. J'essaie de comprendre où c'est et de proche en proche, vous savez quoi? On arrive à l'humain. Et raconter ce que l'on sait, si on le raconte dans un certain ordre, c'est au moins avoir la prétention et peut-être la fonction de raconter aux gens ce qu'ils sont. Et de là, comment ils pourront le rester plus durablement qu'en ignorant ce qu'ils sont? Ce sol, finalement, on est en contact avec. Vous vous dites, il y a quand même une connexion qui nous est très intime, enfin, en tout cas, qui relie peut-être à notre composition. Ouais. En tout cas, c'est ce que je Oui, comprends. Mais, à quel moment, en fait, on en fait, quelque chose de est-ce que c'est culturel? On en fait quelque chose de très éloigné de nous? En travaillant sur cette interview, en fait, ça m'a tout de suite renvoyé au monde souterrain, à la mythologie, aux enfers. puis d'ailleurs, les enfers, hein, c'est par le biais, des dieux de l'enfer que Mathieu, Burnia, a réalisé une BD dont j'ai l'honneur d'être le directeur scientifique, mais tout le mérite lui revient. Une BD qui s'appelle Sous terre et qui justement, tisse, la métaphore ou le lien avec, les divinités des enfers. Mais bon, mettons cette BD de côté sur le sol et revenons à ce qui nous intéresse. Oui, le sol, c'est quelque chose avec lequel on a un lien permanent. D'ailleurs, nos yeux, le regard est largement intercepté par le sol. Nos pieds touchent toujours le sol. Il n'y a pas que nos composants, hein. Et même l'eau qu'on boit, c'est de l'eau qui a été retenue par le sol et qui lentement s'écoule, filtrée par l'activité des microbes et par sa porosité, filtrée donc normalement nettoyée si on n'a pas mis trop de saleté dans le sol. Elle s'écoule vers les sources et vers les points de captage. Donc, c'est aussi ce qu'on boit. Non, indubitablement, le sol, c'est quelque chose, qui est, constitutif de notre environnement, mais culturellement, effectivement, on l'a négligé. Alors, c'est compliqué parce que, vous savez, on dit souvent: «Oui, humain, humanité et puis humus, il y a une racine commune». Parce que dans beaucoup de mythologies, l'homme, il est façonné à partir d'argile ou de sol, enfin, c'est pas bien clair, mais effectivement, quelque part, nos anciens avaient très souvent, au moins dans les mythologies, moyen-orientales, ils avaient vu ce lien au sol. Bon, mais c'est vrai qu'on l'a perdu et aujourd'hui, le sol, outre le fait qu'on voit pas ce qu'il y a dedans, il est imprescriptible, comme je dis souvent, on n'arrive pas à voir ce qu'il y a dedans et puis en plus, ce qu'il y a dedans est trop petit pour être vu.
outre le fait qu'il est pas visible, eh bien, culturellement, c'est sale. Parce qu'on y met nos morts, parce qu'on y met nos ordures, parce que c'est noir et que le noir, c'est la couleur de la saleté. Alors qu'en fait, hein, si vous mettez, une plante par hasard dans la bouche, c'est beaucoup plus dangereux que de mettre du sol dans la bouche. Mais c'est pas du tout l'image qu'on en a culturellement. Et Mmh. donc culturellement, effectivement, tout nous a séparés du sol. Et même comme universitaire, comme jeune universitaire dans la fin des années 80-90, ben, les seuls cours que j'ai eus, c'était des cours dans des écoles de foresterie ou d'agronomie, où je suis passé brièvement, à l'école des eaux et forêts en particulier, mais pas du tout dans mon cursus universitaire. À l'agrégation, il y avait une petite leçon qui traînait quelque part, c'est les microbes du sol. C'était pas du tout, parmi les dizaines, que dis-je, les 200 sujets, qui traînaient à l'oral de l'agrégation, c'était pas grand-chose, hein. Mmh. Donc oui, il y a une négation culturelle du sol et on le paye cher parce que du coup, ben, on n'a pas trop fait attention à ce qu'on faisait du sol, dans nos pratiques de foresterie ou d'agriculture. Ou surtout, de construction des villes. Est-ce que vous pouvez donner quelques chiffres, justement sur la composition du sol? Qui nous recadre, en fait, sur cet univers qu'on peut trouver dans le sol? J'ai dit que 60 des espèces vivantes vivaient dans le sol. Un gramme de sol de chez nous, c'est plusieurs milliers d'espèces de bactéries, un millier d'espèces de champignons, des centaines d'espèces d'amibes. Un hectare de chez nous, ça contient 5 tonnes de microbes, 5 tonnes de racines. Ah bah oui, parce que les plantes sont en partie dans le sol. Et 1,5 tonne d'animaux, soit 11 tonnes et demie de vie. Ça fait l'équivalent de 200 moutons de taille moyenne, à l'hectare. C'est énorme, hein. Un En hectare? fait, à l'hectare. Ouais. 50 à 75 de la vie est souterraine dans nos écosystèmes. Mais au-delà de la vie, il y a aussi cette idée que la vie fait des trous et que ces trous retiennent l'eau. Les plus gros pénètrent à l'eau de pénétrer, les plus petits retiennent l'eau par capillarité. Un sol de chez nous, chaque mètre carré retient entre 50 et 400 litres d'eau. Et puis les laisse s'écouler, filtrer vers les nappes ou les restitue aux plantes qui les évaporent pour faire monter leur sève. Ça, c'est donc un mécanisme vital et pour l'eau des plantes et pour notre eau à nous. Que vous dire d'autre? Ah, bah, il y a aussi beaucoup de matière organique morte. Vous savez que les cadavres tombent au sol, c'est pour ça que bah, touche pas ça. Bon. Mmh. Et en fait, le sol est une énorme réserve de matière organique. Le carbone de la matière morte dans le sol, c'est 2 fois le carbone qu'il y a sous forme de CO2 dans l'air et 3 fois le carbone qu'il y a dans la biomasse vivante sur terre. Ça veut dire que c'est un de nos premiers stocks de carbone et c'est une chose qu'on n'utilise pas assez pour, justement agir sur, la quantité de CO2 dans l'atmosphère. C'est notre puits de carbone majeur, le sol. Donc il y a plein de chiffres sur le cycle de l'eau, sur le climat, sur la vie, qui sont qui font en fait du sol un acteur majeur en écologie, majeur, finalement inversement important à ce qu'il est connu. J'ai pas vraiment l'impression par rapport à l'impact qu'il a sur nos vies, enfin sur l'environnement terrestre, il est très peu connu. Enfin, en tout Bah, oui, cas, oui. Oui, c'est vraiment une notre connaissance est inverse à son importance et ça, ça change un peu. Moi, j'en ai mis dans les programmes de seconde, mais vous savez, alors là, je prends une autre casquette qui est celle de président de la fédération Biogé, BIOGEE, qui regroupe, des académies, le muséum, des sociétés scientifiques, des associations de citoyens, des fédérations d'entreprises. Pour être la voix du vivant en France et qui se bat pour enseigner les sciences du vivant et de l'environnement pour que les générations suivantes, ben, gèrent mieux et évitent de, rentrer plus dans les crises environnementales et sanitaires que nous vivons. Cette fédération Biogé se bat pour l'enseignement des sciences du vivant et de la terre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est 1 heure par semaine, jusqu'en seconde et puis c'est optionnel après. C'est catastrophique. Le bilan de ça, c'est qu'en fait, nos jeunes sont pas plus près que nous à gérer mieux les choses. Mais enfin, dans le kit de survie, dans la dernière année en seconde, on a mis un petit peu de sol, dans une dynamique qui va de l'assiette à l'exploitation agricole au sol, avec une sortie en exploitation agricole et une observation du sol recommandée. Bon, en fait, il y a pas le temps de faire la sortie. Souvent, il y a même pas le temps de faire bien, les quelques heures de cours sur le sol. Mais, aujourd'hui, on n'arrive même pas à renverser l'insuffisance d'enseignement des sols au regard de leur pertinence pour notre santé, la durabilité de l'environnement nourricier où nous sommes, ou bien le cycle de l'eau et le climat. C'est important, hein, parce que le climat est en train de partir en vrille. Chez nous, le cycle de l'eau, ben, OK, mais il pleut moins, hein. En 2050, on attend 10 de précipitations estivales en moins, mais autant de précipitations sur l'année. Si on n'a pas des sols en bonne santé pour stocker l'eau quand elle pleut, pour la redonner quand il fait sec, et bien stocker l'eau quand il pleut pour limiter les inondations, eh bien, nous irons d'inondation en sécheresse et peut-être demain en restriction alimentaire. Or, c'est pas du tout une fatalité.
on peut agir là-dessus. Moi, je suis pas un catastrophiste, hein. Je sais très bien que nous dansons au bord de la catastrophe, mais je vois les solutions et je dis: «On se réveille, on y va et on regarde sous ses pieds d'abord». Si on se focalise maintenant sur, la ville, si jamais on bétonise, on conçoit une place sur le place du village, au cœur du centre-ville, qu'est-ce qui se passe en dessous? Que devient le sol? Est-ce qu'il continue à vivre? Il Rien. continue à respirer? Qu'est-ce qui se passe? Bah, comment voulez-vous qu'il respire? Si je vous coule du béton sur la gueule, vous allez pas respirer, hein, bon. Donc le truc, c'est que non, il risque pas de respirer de toute façon. Alors comment est-ce qu'on prépare un sol pour l'artificialisation? Bon, on va prendre la maximale, hein, allées gravillonnées ou construction ou route. Vous décapez la surface où il y a de la matière organique, parce que c'est pas stable. Bon, vous retirez donc toute la capacité de stockage de carbone. Vous retirez l'effet climatique. Dans le reste du profil, vous allez chauler pour que la chaux détruise ce qui reste de matière organique pour qu'une fois de plus, ce soit stable et qu'il n'y ait plus de vie qui fait des trous, qui peut déséquilibrer les choses. Bon, il y a même des cas où on met des enzymes pour détruire ce qui reste de matière organique. Enfin, c'est absolument incroyable. Donc, une fois que c'est bien mort, on compacte. Alors là, même si l'oxygène pouvait passer, il ne pourrait pas circuler dedans. Comme on a compacté, on a perdu aussi au passage les fonctions de réserve en eau. Et éventuellement, on imperméabilise en surface. Plus ou moins. Mais disons, même si vous imperméabilisez qu'avec du gravier, vu ce que vous avez fait en amont, on voit pas très bien où l'eau pourrait rentrer. Donc finalement, faire une ville, artificialisée d'une façon générale, hein, c'est retirer au sol ses fonctions de réserve en eau, de réserve en matière organique, ce qui est bon pour le climat, de vie, ce qui est bon pour faire de la fertilité et pour détoxifier les choses. Bon, cette artificialisation en France, elle va à une vitesse effrayante. On dit souvent 5 terrains de foot par heure, jour et nuit, mais ça, c'est peut-être pas la bonne évaluation. Moi, je dirais plutôt, chaque année disparaît la surface qui nourrit, chaque année, pendant 1 an, la ville du Havre. Je dirais encore que, cette vitesse d'artificialisation, elle est 3,7 fois plus importante que la croissance démographique. Ce qui veut dire que c'est pas qu'on est plus nombreux et qu'il y a des problèmes de logement. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on a beau artificialiser, il y a encore des problèmes de logement dans ce pays. C'est peut-être que la solution est plutôt ça, c'est pas un problème de surface, c'est peut-être plutôt un problème d'organisation sociale. Mais bon, quoi qu'il en soit, heu, aujourd'hui, c'est plutôt nos modes de vie qui sont gourmands de sol. Alors vous allez me dire: «Bon, mais il en reste». Alors oui et non, parce que depuis 50 ans, depuis les années 70, nous avons artificialisé l'équivalent de la région PACA en surface et c'est des terres agricoles qu'on a artificialisées. Pourquoi? Parce que les villes grandissent, elles grandissent au milieu des plaines fertiles où elles ont été fondées. On fait des infrastructures de transport, mais on les fait pas sur des montagnes. On les fait dans des plaines ou dans des vallées où il y a des sols fertiles. Donc en fait, ce qui a disparu, c'est de la terre agricole. Dommage. Et cette vitesse d'artificialisation, depuis les années 70 donc, l'équivalent de la région PACA, ça représente 10 de la surface agricole perdue en 50 ans. C'est évidemment innommable. Comment ça? Surtout qu'on voit venir un changement climatique où on va sans doute produire moins à l'hectare et puis on aurait envie d'utiliser moins de pesticides, ce qui veut dire aussi que dans certains cas, on produira moins à l'hectare. Bah oui, mais on n'aura peut-être pas les moyens de ça, parce qu'on aura fait les cons. Alors, je suis désolé d'utiliser ce terme, mais moi je vais vous donner 2 exemples de conneries. À Gonesse, vous avez des super sols parmi les plus beaux d'Europe, les plus profonds sur Limon. Vous avez là des trésors de fertilité. Qu'est-ce qu'on veut faire de Gonesse? Du Grand Paris. Saclay. Alors là, je suis encore mieux parlé pour parler de conneries, vous allez voir pourquoi. On a là encore des sols superbes qui avaient justifié que l'INRAE ait installé une station biologique d'ailleurs, une station pour faire des tests agricoles, la station du Moulon. Parmi c'est parmi les plus beaux sols d'Europe, hein. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une cité universitaire, une énorme ramassis de grandes écoles et d'universités, alors que les scientifiques demandaient juste des moyens de travail, pas des nouveaux locaux. On leur a fait des locaux qui d'ailleurs ne fonctionnent pas. Vous allez bientôt découvrir dans la presse des erreurs de montage formidables dans certains bâtiments du genre, les hottes d'aspiration chimique recyclées sur la ventilation générale. Donc si vous voulez, on se retrouve avec un truc qui a été scié comme c'est pas possible et qui a recouvert, mais recouvert dans ciment parce que là, c'est du bétonnage, hein. Même les, zones de rétention d'eau comme devant l'ENS de Saclay, elles ont un fond en béton. C'est-à-dire quand il pleut, on fait des stocks dans du béton, hein. Alors on leur fait nous nos petites zones humides ici ou là, mais en fait, c'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale et je me demande si nos petits-enfants ne nous reprocheront pas de leur avoir soustrait cette terre agricole qui sera si pénible à cultiver et à rendre fertile quand il y aura en France le climat du sud du Maroc.
ou de l'est du Maroc, petit. Alors, la dernière chose, c'est que dans les fonctions qu'on a perdues, quand on artificialise, il y a la capacité de boire l'eau quand il pleut beaucoup, donc la protection contre les inondations, et la capacité aussi de stocker de l'eau qui s'évaporera quand il fera chaud et sec en été, la capacité à lutter contre les îlots de chaleur. On dit souvent que c'est les arbres qui permettent de lutter contre les îlots de chaleur, tout à fait. Mais s'il n'y a pas de réserve d'eau dans le sol, vos arbres vont lentement mourir. Mmh. Et c'est en fait le couple sol-arbre qui permet demain de lutter contre les îlots de chaleur. Je sais qu'il faut des centaines, voire un millier d'années pour, heu, concevoir, pour qu'un sol se crée, c'est ça? Si je dis pas de bêtises? Oui, oui, c'est ça. Enfin, c'est ça, ça dépend des endroits, mais dans nos régions, c'est l'ordre de grandeur, oui. Est-ce qu'il est aujourd'hui possible de reconstituer des sols pour le milieu urbain? Est-ce que ça se fait? Alors en fait, vous dites très très justement que le sol est un héritage. La vraie question est, peut-on le refaire? Et la réponse est oui et non, pas du tout. Oui, vous pouvez très bien localement refaire un peu de sol pour planter des géraniums devant une mairie ou verdir une place. C'est d'ailleurs vital de le faire parce que là, vous allez recréer du sol et des capacités d'évaporation et aussi les capacités de tempérer des inondations. Et donc, vous vous préparez à la France de demain. Je rappelle encore le chiffre, moins 10% de précipitations estivales en 2050, mais sur l'année à peu près les mêmes ou plus. Donc, de fortes précipitations extrêmes en fin d'automne et en début d'hiver, parce que l'océan est très chaud et qu'il évapore des quantités phénoménales d'eau à cette saison-là dans l'atmosphère. Donc, il est tout à fait possible de refaire un petit peu de sol. Mais comment est-ce qu'on le refait déjà? Alors, venons-en aux chiffres. Et les chiffres, ils sont effrayants. Le sol que vous décapez, il va falloir remettre de la matière organique dedans. Un peu de matière organique, ça peut se faire, hein, mais beaucoup, c'est plus dur. Donc ça va limiter, en fait, les surfaces qu'on peut réhabiliter. Parce que ce que vous redécouvrez, c'est un sol qui ressemble au sous-sol. Il y a un petit peu de vie, hein, dans les sols sous la ville, mais c'est rien, c'est hyper lent, c'est peut-être un millième ou un 10 millième de la vie qu'il y a dans un sol normal. Donc vous pouvez réanimer la belle au bois dormant, mais il faut lui amener à manger. Et c'est de la matière organique qu'il faut amener. Et puis à court terme aussi, planter des végétaux dessus. Bon, donc on peut réveiller des petites surfaces, mais en les réveillant, on s'aperçoit que ces sols urbains, ils ont accumulé 2 types de polluants, des métaux lourds et des hydrocarbures. Et assez souvent, en fait, il faut décaisser et ramener même la fraction minérale. Pourquoi? Parce que nos villes produisent des métaux lourds, le zinc des toits, le plomb des cathédrales. Notre-Dame, c'est 20 kilos, hein, de plomb par an. Bon. Les hydrocarbures, chaque fois que vous avez de la pluie qui rince, dans des giclures, les bas de caisse des voitures, ça fait des hydrocarbures. En gros, on compte qu'1 hectare de route, c'est 10 litres, d'hydrocarbures, insaturés, aromatiques, enfin des trucs assez bizarres par an. 10 litres par an. Donc tout ça, ça finit par rentrer quand même dans le sol parce qu'en fait l'imperméabilisation est pas totale et vous imprégnez votre sol de choses toxiques qu'il faut absolument enlever. Alors le bilan, c'est que quand vous allez donc maintenant, vouloir, ouvrir votre sol, il faut pas que les poussières intoxiquent les gens. Parce que même si vous produisez pas de l'alimentation, c'est d'ailleurs dommage de ne pas avoir des choses à manger en ville, hein, sur les sols, mais bon, même si vous ne mangez pas, il y a la poussière! Oui, et donc même la poussière est dangereuse. En fait, le bitume et le béton sont un sarcophage pour des toxines, très rapidement. Et là, eh ben, il faut absolument, arriver à revégétaliser, en changeant le sol et le prix, hein, de la, revégétalisation, il est absolument énorme. Alors en fait, ce qui se cache derrière ça, c'est des prix, qui montent très, très vite, hein. On est sur du 100 à 1 000 € par mètre carré. On a des chiffres qui courent comme 100 à 400 millions d'euros par kilomètre carré pour la restauration de sols pollués et actuellement, en France, on est sur une dépense, annuelle, pour les quelques sols que l'on dépollue de l'ordre d'un demi-milliard, hein, d'euros. Donc il se cache, en fait, des sommes énormes et puis des moyens limités aussi en termes de matière organique pour restaurer ces sols. Sachant qu'en plus, cette restauration, si elle dépollue et si elle permet aux plantes de repousser, eh bien, elle ne permet pas forcément d'avoir des sols hautement productifs. C'est-à-dire que là où et je reviens au plateau de Saclay ou à Gonesse, hein, là où on a artificialisé des zones très, très productives, quand on désartificialise, on peut tout au plus prétendre à une médiocre fertilité, dans un premier temps.
Donc il y a un côté irrémédiable à ça et d'ailleurs, c'est une des choses qui a, fait que quand on a vu paraître la loi zéro artificialisation nette, qui était un des derniers restes, le dernier reste de toutes les promesses qui avaient été faites à la suite de la convention citoyenne sur le climat. C'était la dernière chose qui était restée de ça. Heu, cette loi a un peu hérissé les élus, qui étaient d'ailleurs laissés devant la mise en œuvre de cette loi un petit peu sans aide, parce qu'ils avaient bien compris que zéro artificialisation nette, avec un objectif d'arrêter tout en 2050 et d'arriver en 2032 à mi-course de ce mouvement, c'était en fait pratiquement zéro artificialisation brute, parce qu'il y a très peu de capacité à revégétaliser, à rouvrir des sols, à recréer des sols. Alors, je dis pas que, les élus avaient tort de dire qu'ils étaient un peu laissés seuls devant ce problème qui heurte frontalement leur développement avec des banlieues habitées, des plateformes logistiques, des zones industrielles. Bon, mais enfin, ils ont eu tort quand même, de détricoter cette loi et c'est ce qu'a fait le Sénat en juin dernier. Ils ont eu tort de tricoter cette loi parce que c'est une loi sur la fertilité et l'autonomie alimentaire, en fait. Mais c'est clair que ce qu'elle dit, c'est qu'on peut pas faire et défaire. En gros, il faut un peu sanctuariser les sols productifs, comme des sols productifs. Parce qu'on ne peut pas revenir vraiment en arrière. C'est trop cher et pas faisable à grande échelle et ça ne revient pas tout à fait au point de départ. Au-delà de l'écologie pure, on reste dans le contexte urbain, la présence d'un sol vivant, d'une biodiversité riche, Oui, est-ce qu'elle change quelque chose dans notre, psychologie? Est-ce que ça a un impact émotionnel? Parce qu'il y a énormément d'études qui parlent de santé aujourd'hui. Est-ce que le oui. sol est lié directement à notre santé? On peut imaginer que dans des sols, est-ce qu'on peut dire des sols morts dans le milieu urbain? Des sols, quel terme d'ailleurs on pourrait utiliser? Est-ce qu'on peut parler de sols morts ou, Ah bah, en milieu urbain, oui. Autant en agriculture, les sols sont en mauvaise forme, la quantité de vie y a vraiment été réduite par les excès de labour, les excès de pesticides et aussi le fait que le sol nu en hiver, c'est un sol, où la vie s'arrête parce qu'il faut que constamment il y ait des plantes qui, par leur partie vivante et leur partie morte, le nourrissent. Donc en agriculture, les sols sont pas morts, ils sont moribonds et on peut très facilement les restaurer. Autant les vrais sols morts, ce sont les sols urbains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Alors déjà, le sol peut être mauvais pour notre santé quand il est pollué. On a vu notamment des gens du voyage, des enfants de gens du voyage qui jouaient dans des friches industrielles où s'étaient installés leurs parents, avoir des taux de saturnisme, c'est-à-dire du plomb dans le sang à des niveaux absolument insupportables. Donc ça veut dire qu'on peut être intoxiqué par du sol quand il est de mauvaise qualité, juste par les poussières. Mais inversement, et ça c'est beaucoup plus positif, on peut être mis en bonne santé par le sol et plus généralement la nature en ville et je voudrais développer 2 axes de ça. Le premier axe, c'est l'axe que le sol en lui-même, il n'est pas forcément très, très intéressant, mais il va permettre d'avoir de la verdure. Et le deuxième axe, on le verra, c'est que le contact du sol pour les enfants, c'est bon. Mais prenons le premier axe. La verdure en ville, c'est un isolant phonique, c'est un isolant thermique aussi. C'est des choses qui vont permettre en été de refroidir la ville avec l'évaporation de l'eau et d'éviter les îlots de chaleur. La nature en ville, d'ailleurs, ça peut être nourricier. La nature en ville, ça permet avec des sols de boire les inondations et aujourd'hui, il y a beaucoup de villes qui se pensent qui se penchent sur la question de devenir des villes éponges. Berlin et Paris sont en train d'essayer d'avoir des jardins d'eau, comme on dit, c'est-à-dire des zones où les eaux pluviales arrivent et là, le jardin, il a un sol complètement ouvert. Il y a un petit peu des zones, hem, humides temporaires où l'eau va séjourner puis être bue dans le sol. Il ne s'agit pas d'avoir des étangs permanents, hein, c'est pas ça, mais c'est juste d'avoir des points d'entrée d'eau dans le sol et de façon à pouvoir, un, éponger les inondations et 2, avoir des réserves d'eau pour avoir de la fraîcheur, notamment dans ces jardins d'eau l'été. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se développer en Europe parce que notre ville et Paris fait partie des villes les moins vertes, hein, de l'Europe. Nos villes ne sont pas assez vertes, ça veut dire qu'il y a pas assez de sol aussi accessible en dessous. Donc la verdure, ça régule la température, ça évite trop de son, ça évite des inondations. Bon, et puis la dernière chose, c'est que c'est bon pour le moral. Alors ça, on le découvre de plus en plus, hein. Il y a cette étude au Pays de Galles qui montre que sur plus de 2,5 millions d'habitants, à chaque fois qu'on est 350 mètres plus loin de la verdure, on a 5 de risque de désordre neurologique ou nerveux en plus et tout ne s'explique pas par des biais socioculturels.
On a cette étude de petits-enfants à Barcelone où on découvre que quand on regarde les 25 qui sont le plus en contact avec la nature et qu'on les compare aux 25 qui sont le moins en contact avec la nature, le degré la vitesse de développement, de mémorisation et le degré de concentration varie très, très significativement entre les 2. Et là encore, le niveau socio-professionnel des parents, le milieu de vie n'explique pas tout. C'est absolument incroyable. Mais vous savez quoi? On est fait pour vivre les pieds sur terre et les yeux dans la nature. C'est ça le truc. Le truc, c'est qu'on a oublié que nos ancêtres, ils ont été sélectionnés pour vivre comme ça. Donc il y a aussi le problème de la santé mentale et je lisais même un truc assez incroyable, c'est que quand on a des sons de nature et ben, c'est simple, hein, ça augmente, quand on vit avec des sons de nature, c'est par exemple voir des oiseaux Mmh. et Ouais. ça, on en a beaucoup plus quand on est près d'un jardin que quand on est, sur une cour en béton. Et ben, vous avez, ça améliore votre état de santé d'un facteur 1,8 et Incroyable. tout ne s'explique pas, là encore, par les CSP. Mais alors, maintenant que D'accord. j'ai parlé de verdure, venons-en au sol lui-même, qui est il n'y a pas de verdure sans sol, mais il y a aussi une fonction sol. Alors cette fonction sol, on a un travail absolument génial finlandais où, on a, alors c'est absolument incroyable, on a des enfants à qui on fait jouer dans un tas de sable. Ce sable, il est soit teinté avec de la tourbe stérilisée, soit teinté parce qu'on l'a mélangé de sol et là, il est plein de bactéries. Alors on s'aperçoit que les enfants qui jouent 2 fois par jour dans ce tas de sable, bah, quand il y a des bactéries du sol dans le tas de sable, il y en a sur leurs mains. Bon, ils sont pas plus malades que ça, hein, parce que, bon, si on se lave les mains avant de manger, c'est bon. Mais par contre, quand on regarde leur système immunitaire, on s'aperçoit que, il fonctionne beaucoup mieux chez les enfants et ça, c'est vrai 15 jours plus tard encore, chez les enfants qui, ont un contact avec du sol, notamment le niveau d'interleukine 17 qui est une interleukine qui est un régulateur. Les interleukines sont des régulateurs du système immunitaire. La 17 qui provoque des surinflammations, des états pro-inflammatoires pour rien, c'est pas très bon pour la santé, elle baisse et la 10 qui permet une meilleure régulation et une réponse plus efficace en cas de maladie augmente. Donc l'équilibre des interleukines signe un système immunitaire qui fonctionne mieux, juste parce que les gamins touchent du sol. Et vous savez quoi? Mais en fait, nos ancêtres, ils touchaient du sol tout le temps. Donc finalement, on a été sélectionnés pour vivre avec ça. C'est-à-dire que non seulement c'est pas très dangereux, mais en plus, à condition de ne pas faire n'importe quoi, ben en fait, c'est comme c'est notre environnement habituel historiquement, c'est bon pour nous. Non, réellement, il va falloir revoir ça et derrière, il se cache cette question de l'hyperhygiénisme. Vous voyez que aussi bien la verdure qui va pas sans sol que le sol lui-même sont des facteurs de santé. C'est indubitable et la construction de nos villes, basée sur la charte d'Athènes des années 30, n'est-ce pas? Qui dit que les villes, c'est pour habiter, c'est pour travailler, se déplacer et puis on a ajouté les loisirs, ça va pas. Une ville bien foutue, c'est de la nature. Et alors la réponse est un peu longue, hein, je suis désolé, mais je vais finir sur le 3-30-300. Vous connaissez sans doute cette idée que et Nantes est en train de s'y mettre, hein. Il faut que chacun de chez lui voie 3 arbres, que 30 de son décor de sa fenêtre soit végétal et qu'il soit à moins de 300 mètres d'un parc. Vous savez quoi? C'est pas de l'urbanisme, c'est de la santé dont il s'agit. Comment convaincre ses parents, ces adultes «Ah, qui voient un enfant sauter dans la boue, prendre la terre à pleines mains touche pas ça!» et jouer avec vous, jouer avec et ils sont horrifiés parce que les enfants salissent. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Bah, au moment où ils vont manger, ils vont se laver les mains, d'accord? Mais en attendant, c'est pas grave et même s'ils mettent du sol dans la bouche, s'ils sont bien vaccinés, il y a pas de risque. Si ils sont bien vaccinés, parce qu'il faut pas être naïf. Il faut être vacciné, oui, effectivement, parce qu'il y a des maladies dans le sol, polio, tétanos, bon. Mais si on est bien vacciné, il y a pas trop de risques avec le sol. Le risque, c'est de pas en avoir assez, en fait. Alors comment les convaincre? Bah, il y a 2 choses. Merci de cette occasion d'en parler. Merci, je ne peux pas vous remercier assez. Ça, c'est une partie des choses. Et puis, deuxièmement et surtout, Bioge, B-O-G-E, cette fédération qui se veut la voix du vivant et qui veut développer les heures d'enseignement des sciences du vivant et de l'environnement pour les enfants. Quels seraient les 3 gestes que vous conseilleriez, à des citadins, des copropriétaires qui ont un peu de sol chez eux? C'est quoi les Alors, 3 gestes? heu, 1, vous pouvez en avoir sur le toit aussi. Ouais, Ça demande exactement. de l'imperméabilisation, mais un toit vert, éventuellement un petit peu de verdure sous des panneaux solaires qui vont le protéger, mais un mélange verdure, panneaux solaires. La verdure sur le toit, c'est un isolant, il peut y avoir un peu de production alimentaire. Vous avez au moins un toit plat.
Enfin, vous avez peut-être un toit plat et partout, je recommande qu'il y ait des espaces de nature en libre évolution avec de la végétation et des animaux qui viennent un peu spontanément. Ce sera un réservoir de biodiversité. Mais verdissez partout où vous pouvez et pensez à vos toits. Alors Ensuite, c'est ma question elle est plus sur enrichir un peu le sol. Qu'est-ce que vous recommandez justement des sols ah, qui sont justement dans sa copropriété, qui sont pas forcément, très bonne qualité? Il y a un peu de mousse dessus, on voit que ça il y alors a un peu de amenez vie, de la mais matière c'est pas organique. Amenez de la matière organique, ce qui veut dire dans vos cuisines, ne jetez pas la matière organique n'importe où, n'importe comment. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Parce qu'effectivement, on se retrouve avec des gros problèmes ensuite, de manque de matière organique. Donc vous pouvez composter et mettre cette matière organique et puis n'en mettez pas trop non plus, mais vous pouvez effectivement de vos déchets bien triés, faire quelque chose qui va enrichir ces sols après compostage. Mais seulement vous allez de toute façon faire trop de compostage, on en fait 50, à 100, enfin on fait à peu près 100 kilogrammes de matière organique par personne et par an dans nos cuisines, donc ça va vite être trop. Mais dans un petit peu, ce sera bien. Après, aller vers les points de compostage pour ne jamais laisser perdre cette matière organique dont on disait tout à l'heure qu'elle est limitante pour la restauration des sols. Donc composter, composter, composter. Et puis surtout, sur votre végétation, attention, hein, du spontané, pas trop d'introduits parce que les plantes introduites, certaines d'entre elles deviennent invasives ensuite, alors que les plantes spontanées, c'est elles qui aident la nature de chez nous et les animaux et les insectes de chez nous à continuer à vivre ici. intéressant. Dans une interview, vous parlez de cette déprime qui touche les scientifiques et vous dites même que vous avez l'impression que votre travail ne sert à rien et que vous n'êtes pas entendu. Je crois que c'est sur le média Vakita. Alors ça m'a marqué. Est-ce que c'est un moment passager ou est-ce que c'est un sérieux découragement? Bah, on va voir. Moi, je me décourage pas au point d'arrêter tout, mais vous voyez, là, je vous parle de solutions pour la santé, pour la production d'aliments, pour le climat, pour la gestion de l'eau, la gestion de l'évolution du climat. Enfin, je ne parle que de solutions. Je suis pas un catastrophiste, je suis pas un alarmiste. Enfin, l'alarme, c'est pas moi, hein. Il y a des trucs qui vont pas bien, mais moi, je parle des solutions et on m'écoute pas et des fois, il y a des gens qui disent: «Non, non, mais lui, c'est un écolo, c'est un va-t-en-guerre, il aime pas les pesticides, il aime pas ceci, il aime pas cela». Bah, non, parce que j'ai d'autres solutions à proposer. Je supprime pas les pesticides, je supprime pas la nécessité de routes ou de voies ferrées, hein, c'est pas ça que je suis en train de faire. Je suis en train d'essayer de rendre les choses plus cohérentes et notamment cohérentes à notre santé et c'est triste de voir que les gens ne veulent pas entendre parler de leur santé et de la santé de nos enfants. Donc effectivement, c'est extrêmement démoralisant, mais on y va, on continue. On continue. Donc l'idée, c'est de ne rien lâcher malgré, le Non, c'est moralement et surtout si on a des enfants, ce serait inacceptable de lâcher. je comprends. Et justement, alors, vous êtes papa et dans une, de vos différentes interviews, vous parlez du fait que vous avez fait évoluer votre façon de communiquer en vulgarisant un peu vos propos. Qu'est-ce qui a changé dans votre perspective de l'avenir? Bah, dans ma vulgarisation, j'essaie maintenant aussi de creuser les points où il y a un antagonisme entre ce que fait la société et ce qu'elle pourrait faire aux yeux de la science. Hein, et où on fait pas les choses bien alors qu'on pourrait les faire mieux. Donc des fois effectivement le propos a l'air plus politique, il n'est pas politique, il est scientifique. Moi, c'est des données que je vulgarise, mais c'est vrai que je me concentre un peu sur les données qui ont un lien à notre vraie vie. J'oppose souvent la vulgarisation heureuse qui raconte des jolies histoires, à la vulgarisation vertueuse qui s'emmerde à aller dans le détail des trucs qui servent à l'auditeur à éventuellement revoir ses conditions de vie et puis quand il veut pas, eh ben, ça le fait chier et pour le coup, des fois, il est méchant avec celui qui vient lui raconter ça. Moi, le fait d'avoir un enfant a aussi prolongé l'avenir et l'a rendu plus personnel. En fait, il a fait de cet avenir quelque chose d'un petit peu, personnel et il m'a donné envie d'être plus efficace et que ma vulgarisation soit plus utile pour la génération suivante. Il y a une dimension morale là et je fais moins de vulgarisation heureuse et plus de vulgarisation vertueuse parce que je le dois aux plus jeunes et notamment à mon Ptio. Très intéressant. Vous êtes un conteur, en fait, hein, c'est comme ça que je le vois. Vous aimez raconter des histoires sur le temps long, la vie des sols, on vient d'en parler. Oui. Qu'est-ce qui reste du conte dans notre imaginaire, dans une époque où l'on consomme des dizaines de vidéos, d'ailleurs autour de la science parfois, où on a tend à vulgariser certaines choses et des fois même à les caricaturer? Oui. Alors, disons-le, les gens sont toujours au fond d'eux des enfants et ils sont humains et les humains sont sélectionnés dans leur longue évolution, pour, écouter des gens et de plus en plus, moi, en conférence, je mets plus de diapositives, je parle. Je parle aux gens, je me concentre sur leur oreille et eux se concentrent sur mon visage. Voilà.
Buffon disait: «Il ne suffit pas de frapper l'oreille et d'occuper les yeux, il faut agir sur l'âme et toucher le cœur en parlant à l'esprit». Ça, c'est une jolie citation de Buffon qui avait fait, pour sa réception à l'Académie française, un discours sur le style. Il y a derrière cette idée qu'il faut, en fait, capter l'attention, capter l'esprit, la concentration de son auditeur. Il ne s'agit pas de le manipuler, hein, c'est pas mon but, mais de le concentrer sur les éléments qu'on a à lui donner. Et ça, c'est vrai qu'en comptant, on y arrive encore. Les gens ont encore besoin d'entendre la voix d'autres gens et moi j'utilise ça à fond, d'autant plus que moi je suis séduit par la nature. Au fond, je voudrais faire que de la vulgarisation heureuse, comme je dis, raconter des belles histoires. Mais je mets la narration de quelques belles histoires ou de faits singuliers, saillants, ou extraordinaires au service du sens et d'une vulgarisation vertueuse. Ça, de plus en plus, il le faut, on ne peut plus attendre. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez jamais dit en interview et que vous aimeriez dire maintenant? Hem, j'ai pas l'habitude de me censurer, j'ai pas grand-chose à dire. Mais moi, j'aimerais dire quelque chose à tous les gens qui vont m'écouter en me trouvant cabot ou défendant des idées qui ne sont pas les leurs. Je voudrais leur promettre que, et c'est à l'écho de ce que je viens de dire, même si je leur suis désagréable ou si ce que je raconte est désagréable, moi je m'efforce d'aligner des faits et de l'aligner avec une rigueur éthique qui est de les aligner au service de l'humain. Mon prochain bouquin, c'est un petit fascicule sur la biodiversité comme un humanisme, il est imbibé de ça. Mais déjà le précédent, «Qu'on vit l'humanité dans l'histoire naturelle», moi je ne parle que de l'humain et c'est ma sincérité. Même si des fois je suis un casse-pied au regard des pratiques. Je Pour moi, il n'y a que l'amélioration de la condition humaine qui m'intéresse et aujourd'hui, en fait, malheureusement, c'est plutôt le maintien de la condition humaine que l'amélioration qui est notre enjeu. Excellent. On arrive à la dernière question, qui est un peu un rituel dans ce podcast. Si vous deviez convier 2 personnes, vivantes ou disparues, pour une balade, quelles seraient-elles? Heu, Jean-Marie Pelt, alors là, écologie urbaine, la nature en ville, hein, à Metz, il a fait des merveilles et puis c'était un père spirituel, même s'il y a des choses que je ne dirais pas comme lui, dans la façon et la connaissance de la nature et de l'écologie végétale, Jean-Marie Pelt et j'aimerais réveiller aussi Lamarck pour qu'il voie comment la théorie de l'évolution qu'il a créée a illuminé le monde vivant et notre vision de la biologie. Lamarck, le père de l'évolution, allez voir la statue qui est à l'entrée du jardin des plantes. Très bien, Alors là, avec ces 2-là, vous me rendrez heureux, hein. Mais il y en a quelques autres aussi. Bon, je vous envoie une liste d'une douzaine de noms d'ici la fin de la semaine. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Marc-André Sellos, pour votre Mais c'est temps moi qui vous remercie de me donner la parole là-dessus, et et puis, bah, écoutez, je suis impatient que nos auditeurs écoutent cet échange. Merci à vous, à très bientôt Merci et beaucoup, merci, à bientôt. si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser des étoiles, 5 de préférence sur votre plateforme d'écoute préférée. Enfin, afin de ne rater aucun épisode, inscrivez-vous à notre newsletter, newsletter.dailygreen.fr. Prenez soin de vous.